Eh bien, bonjour à tous. Normalement, vous devez m'entendre. Je suis Raphaël Estadès. J'ai déjà la chance et le plaisir de connaître un certain nombre d'entre vous et je me réjouis que vous soyez présents. Et pour ceux que je n'ai pas encore le plaisir de connaître, je suis la personne qui dirige qui encadre les équipes de souscription de la branche art et clientèle privée pour Hiscox France. Et donc, c'est moi aujourd'hui qui vais vous parler et vous présenter cette formation qui s'intitule Protection et sécurité de l'habitat haut de gamme et du patrimoine. Donc pour cette session, pour ceux qui étaient là la dernière fois, qui avaient droit au son et à l'image, pour cette session, vous n'aurez que le son, n'est-ce pas? Puisque suite à vos feedbacks très constructifs et pour lesquels je vous remercie, sur les quelques bugs qui étaient liés à la diffusion de l'image, on a décidé cette fois de n'avoir que le son, en espérant que la présentation se déroule sans encombre. Donc n'hésitez pas, si c'était le cas, à nous le faire savoir à nouveau. Mais normalement, cette fois, ça devrait pas bugger et très bien se dérouler. Voilà, deux, trois petites règles également de fonctionnement encore. Vous avez la possibilité, enfin vous aurez la possibilité, comme les fois précédentes, de télécharger à la fin de la formation le support que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi que d'autres documents qui vont s'y rattacher. Vous avez également la possibilité, durant la présentation, de poser vos questions en live via le chat. Donc, je vous invite à réagir puisque c'est le but, hein. Et donc, ce que je ferai, c'est que je lirai à haute voix la question posée pour que tout le monde puisse la partager et j'y apporterai ensuite la réponse. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interrompre en posant toutes vos questions, c'est le but, et on va démarrer donc pour cet atelier. Alors l'agenda aujourd'hui, une introduction extrêmement rapide pour rappeler un peu l'objectif de la présentation et reboucler cet objectif donc avec notre proposition de valeur et notre appétit de souscription. Ensuite, donc le cœur de la présentation, on s'est interrogé en la préparant sur comment on allait articuler tout ça. On a décidé de l'articuler en deux temps, de regrouper dans un premier temps donc l'ensemble des familles de protection qu'on va subdiviser en deux catégories, les protections mécaniques et les protections électroniques, et d'ensuite de vous présenter donc les classes de risque, les familles de risque qu'on a regroupées en quatre grandes familles, quatre grands thèmes: la casse, la garantie, donc enfin ensuite le package, intrusion, vol, vandalisme, agression, les risques naturels et le feu, pour essayer de ne pas mélanger les deux sujets qui doivent se traiter bien distinctement et pour surtout bien faire le lien avec les familles de protection et les familles de risque, et une petite conclusion. Donc pour démarrer en introduction, trois petits mots. Le premier, c'est évidemment vous dire que cet atelier, comme les précédents, s'inscrit dans notre promesse de valeur qui a pour but de vous accompagner, et c'est bien le principe de ces ateliers. On est là pour vous aider, pour vous faciliter la tâche, pour vous aider à mieux comprendre nos offres et nos produits, pour in fine mieux les vendre, c'est le but. Que vous soyez à l'aise pour discuter et expliquer avec vos clients ces notions importantes et parfois difficiles à cerner sur la sécurité, sur la prévention et sur la protection. Et puis aussi et surtout, contribuer à renforcer votre conseil auprès de vos clients en tant que courtier spécialiste. Et donc, pourquoi ces trois objectifs? En tout cas, pourquoi plus précisément les deux points sur que vous soyez à l'aise pour en discuter et sur le devoir de conseil, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit, et vous qui travaillez pour la plupart en partenariat avec des banquiers privés ou des family officers, vous vous apercevez que sur cette typologie de clientèle maintenant, il n'y a plus de place pour le généraliste. Nos clients, vos clients vont vraiment rechercher des spécialistes et ils vont rechercher des gens qui vont leur apporter un conseil extrêmement pointu, extrêmement précis, parce qu'ils ont des besoins extrêmement précis, extrêmement pointus. Et donc c'est important que vous puissiez les accompagner avec un niveau de discours, de compréhension et de conseil qui soit à la hauteur de leurs attentes, parce que cette clientèle privée, elle est plus exigeante qu'une clientèle classique, et donc le but c'est de vous aider dans cette démarche. Je précise tout de suite, on n'a pas vocation à faire de vous des experts du CNPP, c'est pas le but. Déjà, on n'en a pas la prétention ni la compétence, et puis c'est le métier de certains, nos experts, vos experts, ceux avec lesquels on travaille. Donc là, encore une fois, on va pas, je me répète, faire de vous des ingénieurs en prévention, c'est pas le but, mais on va simplement essayer modestement de vous apporter des clés de compréhension pour que vous soyez voilà un peu plus à l'aise sur des notions extrêmement simples de la protection et de la sécurité des habitations qu'on assure au quotidien, vous et nous. Alors, premier point sur la promesse de valeur. La promesse de valeur, c'est quoi? C'est pas une vérité, c'est pas une religion, n'est-ce pas? C'est la compréhension
qu'on a d'une clientèle qu'on assure depuis plus de 100 ans au Royaume-Uni et depuis plus de 50 ans dans le reste du monde. Et donc voilà, c'est notre compréhension de cette clientèle qu'on connaît bien, qu'on pense maîtriser. Et donc on vous partage notre compréhension de cette clientèle pour vous aider à mieux orienter, mieux muscler votre discours commercial auprès de ses clients. Et donc on a différencié 3 types de besoins pour cette clientèle privée. Le premier besoin, c'est un besoin qu'on a qualifié de besoin symbolique, qui est un attachement peut-être plus particulier, plus émotionnel au bien. Pourquoi? Parce que ce bien qui est d'exception, que ce soit un château, un appartement, un chalet, un manoir, une villa, qu'importe, il peut être souvent le symbole d'un accomplissement personnel ou d'un héritage familial et ou d'une appartenance à une communauté et une élite. Donc il y a vraiment une notion symbolique autour de ce bien. Un deuxième besoin qui est de facto un besoin financier, parce qu'un grand risque, c'est un investissement financier. Et là, je reboucle avec le point tout à l'heure que je faisais sur vos partenaires que sont les banquiers privés et les family officers. Les banquiers privés, les family officers, les notaires, les avocats, fiscalistes vont gérer les actifs liquides de vos clients. Vous allez gérer les actifs tangibles. Mais ce sont des actifs financiers qui soient liquides entre les mains du banquier ou tangibles entre vos mains d'assureur. Ce sont des actifs financiers et donc il y a un besoin financier qui englobe ces risques, encore une fois, quelle qu'en soit la nature. Et le troisième besoin, qui lui est un besoin primaire et qui est plus commun à l'ensemble des besoins, à l'ensemble des typologies de clients, c'est un besoin d'assurer sa demeure comme tout un chacun. Alors certes, c'est pas un besoin dans le sens obligation légale, comme ça peut être le cas par exemple en automobile, mais ça peut être un besoin pour répondre à une attente, pour répondre à une obligation d'une banque, pour répondre à un besoin de sécurité, un héritage ou un patrimoine. Et donc c'est un besoin cette fois un peu plus primaire. Et une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est intéressant de dire ou de comprendre, c'est que chaque client va avoir une corde sensible, peut-être plus symbolique, plus financier, plus primaire. Et là, c'est à vous, en action de vente, en clientèle, d'essayer de savoir est-ce que tel client est plus attaché à un besoin symbolique, est-ce que tel client est plus attaché à un besoin financier, est-ce que c'est plus un besoin primaire. Et en fonction de tel ou tel besoin qui va ressortir, ça va pas être les mêmes cartes à abattre, les mêmes arguments à avancer pour vendre le contrat, mais ce qui va finalement être le vecteur commun de tous ces besoins, eh ben, ça va être in fine la sécurisation et la protection de cet habitat. D'où le thème de cette présentation aujourd'hui sur les moyens de protection et de prévention de l'habitat, qui vont être vraiment le vecteur commun, le fil rouge de l'ensemble des besoins de nos clients privés, qu'ils soient symboliques, financiers ou primaires. Voilà un petit peu pour cette phase d'introduction. Et on ne peut pas terminer l'introduction sans reboucler ça avec l'appétit Hiscox que vous connaissez, qui est avoir un client qui a conscience de ses valeurs. Vous le savez, chez Hiscox, on ne fait pas de premier risque, on donne des garanties extrêmement larges, en tout risque sauf. Donc ça part du principe que les clients, nos clients, ont conscience de leurs valeurs et qu'ils souhaitent les protéger. Et là, encore une fois, on reboucle avec le thème de la formation, avec le thème de la présentation. Un client qui a conscience de ses valeurs, qui souhaite les protéger, et ben forcément, on est dans un partenariat gagnant-gagnant. On accorde notre garantie sans réserve, en tout risque sauf, en échange de quoi on va demander au client de souscrire à un minimum de moyens de protection ou de prévention pour une assurance à la valeur, dans la confiance et la durée, pour une meilleure couverture en cas de sinistre. Voilà pour cette introduction sur nos appétits, notre promesse de valeur. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc, les différents types de protection, avant d'attaquer les classes de risque. Donc, les protections mécaniques, on a commencé par une définition. Donc, je vous disais qu'on n'était pas là pour faire de vous des ingénieurs du CNPP. En revanche, je m'inspire d'eux sur la définition des protections mécaniques. Donc, une protection mécanique, c'est quoi? Des protections mécaniques, c'est quoi? C'est un ensemble d'obstacles physiques, généralement, on peut dire même tout le temps ou totalement passifs, qui vont retarder ou empêcher la pénétration d'indésirables dans un site protégé. Voilà, ça c'est vraiment la définition des protections mécaniques. Et ces protections mécaniques, elles reposent sur un principe d'obstacles successifs dressés devant l'attaquant pour le dissuader, l'empêcher, le retarder et ou le retenir. Et fort de cette définition, vous verrez que c'est ce qu'on va s'attacher à présenter et à démontrer au fil des diapositives qui vont suivre. Et donc les protections mécaniques, et c'est vraiment là ce que j'ai envie finalement que vous reteniez de cette diapo, c'est elles qui vont jouer le premier rôle, le rôle le plus crucial dans la prévention et dans l'intensité du sinistre. Donc c'est vraiment ce qu'on va nous,
en souscription, s'attacher à regarder en premier. Les protections mécaniques, il y en a différents types. Je vous les ai listés là à l'écran. Dans un ordre, vous verrez, qui n'est pas anodin, et vous comprendrez au fil de la présentation pourquoi cet ordre-là. Donc voilà les différents types de protection mécanique, les grandes familles de protection mécanique qu'on retrouve et que je vais vous présenter. Donc on va commencer par le premier, que j'ai volontairement appelé non pas la porte, mais le bloc-porte. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la porte, il faut le savoir, et encore une fois, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le deviner, c'est la voie de pénétration la plus utilisée par les cambrioleurs, par les malfaiteurs, quel que soit le type d'habitation, quel que soit le type de porte, qu'on soit en appartement, en chalet, en maison, en château, en ce que vous voulez, les portes, ce sont le point de passage à prioriser en premier. Et on parle bien de bloc-porte parce qu'une porte, vous pouvez faire installer à vos clients la porte la plus blindée qui soit, la plus chère qui soit. Si elle est posée seule, autant rien mettre. Parce qu'une porte, si elle n'a pas le bon bloc-porte, si elle n'a pas, et j'en parlerai après, le bon niveau de serrure, si elle n'a pas des cornières anti-pince, etc., la porte, elle ne sert à rien. Donc c'est bien pour ça que quand on parle de porte, en fait, il faut parler de bloc-porte. Et très souvent, nous, on voit encore en souscription, et je sais que vous y êtes confrontés au quotidien avec vos clients, ah, mais j'ai une porte blindée, mais on vous recommande bien souvent de changer le bloc-porte parce qu'une porte blindée, elle ne sert absolument à rien si elle n'est pas équipée de protection connexe, le bloc-porte et notamment les cornières anti-pince. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on va rechercher en faisant installer tel ou tel bloc-porte, et pas porte, hein, j'insiste, on va rechercher un niveau de performance différente et complémentaire. On va rechercher, nous, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'assureurs, des performances de résistance à l'effraction. Et là, encore une fois, le niveau de certification, le niveau d'étoile, le niveau de blindage va permettre un niveau de résistance à l'effraction plus ou moins important. Ça, en assurance, nous, sur la garantie vol-vandalisme, c'est ce critère-là sur lequel on va s'attacher prioritairement. Après, je vous ai mis également d'autres critères qui peuvent être complémentaires et que vous pouvez avoir à l'esprit. C'est des portes qui sont résistantes au feu, hein. Ça c'est des portes coupe-feu. On voit ça plus dans les bâtiments industriels ou dans les collectivités. En habitation, c'est quelque chose qu'on va moins rechercher, mais sachez que ça existe. Une porte, elle peut être blindée et également anti-feu. Et ensuite, mais là c'est plus des caractéristiques que nous on va appeler esthétiques, on peut également rechercher, mais c'est intéressant de le savoir, en installant tel ou tel niveau de porte, des isolations thermiques ou des isolations, ce qu'on appelle phoniques et acoustiques. Mais retenez, le bloc-porte, c'est vraiment la voie d'accès privilégiée des cambrioleurs et qui est celle qu'on va chercher à sécuriser en premier. Le bloc-porte, j'en ai parlé, il y a la porte, il y a les cornières anti-pince, il y a la serrure. La serrure, ce que je vais vous dire ici, je vous ai mis des petits schémas, je vous laisse lire le commentaire. C'était vous dire deux choses. La première, c'est que la plupart d'entre vous ont dû connaître dans les années 80, 90 et même jusqu'à les fin 2000, des bloc-portes qui étaient extrêmement blindés, qui étaient très bien souvent équipés de cornières anti-pince, mais on retrouvait après effraction une porte intacte et une serrure qui avait été perforée et qui avait permis d'ouvrir la porte sans autre forme de procédure d'intention sur la porte, et ça prenait 3 minutes. Pour une raison simple, c'est que pendant très longtemps, les installateurs de portes, et je vous l'ai mis là en bas à gauche, ont mis ce qu'on appelle dans le jargon des barilets, qui étaient en fait souvent dans des métaux extrêmement malléables. Aujourd'hui, ils sont faits dans des alliages qui sont beaucoup plus durs. Et surtout, les systèmes de ces barilets étaient montés de telle sorte qu'il suffisait de les percer pour les traverser. Donc aujourd'hui, on est sur des mécanismes de barilets beaucoup plus intelligents, ce qu'on appelle la cylindre infinie, qui veut dire que si vous les attaquez à la perceuse, les barilets vont tourner dans un système plus vite que le forêt de la perceuse. Donc, ils ne sont pas perçables. Ça, c'est un exemple parmi d'autres sur lequel voilà, je veux attirer votre attention et affirmer mon propos précédent sur une porte. C'est en fait un ensemble, c'est un bloc-porte, c'est une gâche, c'est un coffre, c'est ce qu'on appelle la sûreté, c'est des cornières anti-pince, et c'est vraiment tout cet ensemble de bloc-porte au sens large du terme qui va permettre de sécuriser un habitat. Et donc nous, ce sur quoi on va s'attacher en visite de risque avec les gens que vous connaissez qui vous accompagnent, c'est de vérifier que le bloc-porte, dans son ensemble, permet de retarder au maximum, voire d'empêcher l'intrusion du cambrioleur ou du malfaiteur dans l'habitation. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cette partie sur la porte et le bloc-porte.
Les fenêtres, pardon, les fenêtres, c'est après la porte la deuxième voie d'accès la plus utilisée et nous en sinistre, c'est ce qu'on constate le plus. C'est par là que se font la plupart des cambriolages. Là, je vous ai mis une belle photo à droite qui illustre très bien ce que vous pouvez imaginer, c'est que vous pouvez avoir sécurisé la porte en ayant mis tout ce qu'il faut. Si la fenêtre que vous voyez ici, elle est telle quelle, le cambrioleur, il passe à travers, il se fait un petit café au passage sur la cafetière qui est sur la cuisine, il rentre et il ressort tranquillement par la fenêtre et ça n'a servi absolument à rien. Donc là, encore une fois, les fenêtres et les portes-fenêtres sont des voies d'accès sur lesquelles nous, on va être extrêmement vigilants quant aux moyens de protection qu'on peut y apporter. Là, encore une fois, comme sur la porte précédemment, on va retrouver deux types de performances sur les fenêtres. La première, toujours la même, qui est la résistance à l'effraction, et je vais le détailler un peu plus tard dans une diapo ad hoc. Et là aussi, des performances qu'on appelle, nous, plus esthétiques, plus de confort, d'isolation thermique, phonique notamment. Mais sachez que les fenêtres peuvent aujourd'hui être résistantes à l'effraction et pour certaines de manière extrêmement performante. Qui dit fenêtre dit avant-fenêtre. Et avant-fenêtre, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des volets, des persiennes et ou des barreaux. Donc les volets, je vous ai mis une petite photo en haut à droite. Les volets, très clairement, ils présentent relativement peu de caractéristiques techniques face à l'effraction. Ils sont surtout dissuasifs, mais les volets aujourd'hui, tels qu'on les connaît, tels qu'on les voit, ils sautent extrêmement facilement avec un pied-biche, même avec moins que ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui les volets plus dissuasifs qu'autre chose. On va retrouver des persiennes. Donc les persiennes, je vous ai mis ça en bas à droite. Donc là, les persiennes, on trouve ça notamment dans les immeubles à Paris ou en ville, les immeubles plutôt anciens. Donc là, les persiennes, c'est certes empirique, ça reste très efficace. C'est en métal, c'est en acier, c'est beaucoup plus résistant que les volets. Et les persiennes, on le voit, ça présente des vraies caractéristiques techniques face à l'effraction. Et le troisième, alors j'ai pas de place pour la photo, mais le troisième moyen de protection qui lui, pour le coup, est relativement, voire très, en tout cas qui est le plus efficace, ce sont les barreaux. Les barreaux dont l'écartement est relativement normé afin d'empêcher un passage humain entre chaque barreau. Et les barreaux, pour le coup, ça c'est des choses, c'est des protections qui marchent extrêmement bien, qui sont très efficaces, surtout lorsqu'ils sont scellés de part et d'autre dans le mur. Et les volets, les barreaux, c'est clairement ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui est à prioriser. Face aux persiennes ou volets, en revanche, c'est ce que je vous mets là, ils sont très souvent pas esthétiques, donc pas souhaités ou pas voulus par nos clients, ce qu'on peut comprendre, d'où l'intérêt de combiner différentes protections. Le verre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le verre, là encore une fois, contrairement aux idées conçues ou enfin, préconçues, ce qu'il y a pu se dire à une certaine époque, le verre aujourd'hui permet très clairement de résister à l'effraction. Je vous invite à taper à la fin de la séance dans YouTube. Vous verrez, il y a énormément de vidéos. Vous mettez verre anti-effraction et vous verrez plein de vidéos de gens qui essaient de casser des verres anti-effraction. Et vous verrez que le verre anti-effraction peut résister peut résister très fortement à des coups de masse, à des coups de marteau, à des pieds de biche, et pour certains sont même carrément inviolables. Le plus connu, c'est le SP10. Il est performant à deux titres, évidemment sur les fractions, ce qui nous intéresse, mais il a aussi une caractéristique qui est importante, qu'on retrouve notamment sur les pare-brises de voiture, pour ceux qui ont déjà eu le malheur ou la malchance de casser ou de traverser un pare-brise de voiture, c'est que en cas de bris, le verre reste collé sur le film qui se trouve entre les plaques de verre et qui permet de minimiser, ou en tout cas de réduire le risque de blessure et de coupure en cas de bris de verre. Donc ça, c'est aussi plus pour la sécurité des personnes, mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Et sachez également, mais ça je le dis plus pour information, qu'il y a également une gamme de vitres qui permet de résister aux balles, mais ça c'est relativement rare de le trouver sur de l'habitation. C'est toutes des choses qu'on va trouver dans des ambassades par exemple ou sur des voitures blindées et que nous on va presque jamais, voire quasiment jamais recommander à nos clients en visite de risque. Ensuite, les portes de garage. Alors les portes de garage, ce qui est très intéressant, c'est que les portes de garage, la photo que je vous ai mise là à l'écran, elle est choisie volontairement. C'est que la porte de garage, faut savoir qu'il y a maintenant quelques portes agréées et qu'on peut trouver, mais qu'on recommande nous rarement. C'est que les portes de garage, elles se pénètrent relativement facilement. Et souvent, ce qui est ironique, c'est que le garage, il communique avec la maison,
Et donc, on a mis une belle porte blindée sur la maison que vous voyez ici sur la photo. Mais la porte qui communique entre le garage et la maison, c'est une simple porte. Et donc, il suffit de passer par le garage pour accéder à la maison et la vider tranquillement. Donc là, encore une fois, évidemment, nous, ce qu'on va s'attacher à regarder, au-delà de la porte de garage, dont on sait que c'est assez compliqué, hein, il y a deux types de portes de garage. Je vous ai mis les portes qui s'ouvrent verticalement ou horizontalement. Les portes de garage, généralement, on peut pas faire grand-chose. Donc là, quand on est dans une situation comme celle-ci, nous, ce qu'on va regarder, et ce qu'on va vous inviter à regarder avec vos clients, c'est quel est le niveau de protection de la communication entre le garage et la maison. Et c'est là, bien souvent, qu'on peut vous demander un niveau de protection supplémentaire pour éviter, je me répète, que on passe par le garage et qu'on rentre dans la maison extrêmement facilement. Les protections périphériques, donc là c'est relativement simple, il y en existe qu'une grande catégorie, en tout cas celle sur laquelle nous on va on invite nos clients à agir, c'est sur les protections périphériques sur les palissades. Donc là je vous ai mis deux photos, une palissade à gauche en béton, une palissade en bois à droite. On va en trouver également en mur, on va trouver également des murs végétaux en arbre, en grillage. On va parfois mixer le végétal avec le grillage. On va trouver également parfois des barbelés au-dessus. On va trouver différents types de protections. Ça, encore une fois, c'est vieux comme Hérode, c'est empirique, mais ça marche très bien parce qu'une maison, enfin là, évidemment, c'est pas tout ce qui est hors appartement, mais une maison, un chalet, un château, un manoir, s'il est intégralement cerclé d'une palissade de 2 mètres ou de 2 mètres 20 de haut, qu'on le veuille ou non, ça complique énormément la tâche des malfaiteurs pour accéder à la maison et ensuite la vider. Donc la palissade, ça reste un moyen de protection extrêmement efficace sur lequel nous, on est relativement sensible. Et on termine, je vous avais dit que l'ordre n'était pas anodin, par les coffres-forts. Les coffres-forts, c'est quoi? C'est le dernier rempart face aux cambrioleurs pour protéger les documents confidentiels, les bijoux, les affaires de famille, les équipements sensibles. Et une fois qu'on a passé les palissades, les portes blindées, les verres anti-effraction et tout ce qu'on vient de se dire, eh ben le rempart ultime, le dernier rempart face aux cambrioleurs, c'est le coffre-fort. Et donc le coffre-fort, on va en trouver de différentes tailles, de différents types. Le premier qu'on a qualifié de vide-poche, hein, qui sont les coffres-forts d'hôtel. Donc là, encore une fois, on a de cesse de le répéter à longueur de journée. Les coffres de ce type-là, dites à vos clients de ne pas en avoir, ça sert à rien. Là, encore une fois, allez voir sur YouTube les vidéos. Je peux vous donner d'ailleurs même une petite combine. Un coffre-fort d'hôtel. D'une main, vous appuyez sur la porte, de l'autre, avec le poing, vous tapez dessus et vous verrez que la porte s'ouvre toute seule. Donc, autant de ne pas en avoir parce que ça sert absolument à rien. On va trouver aussi, on retrouve souvent chez nos clients les coffres pour les armes de chasse. Donc, souvent, c'est des coffres qui sont assez imposants de par leur taille parce qu'ils abritent des fusils qui sont souvent longs. Mais c'est des coffres qui ne sont pas conçus pour résister à l'effraction, donc qui ne peuvent pas servir à autre chose que d'abriter des armes de chasse. Et on va trouver, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, les coffres qui sont ceux que nous on va vous recommander systématiquement, sachant que la seule norme agréée, hein, c'est la 1143.1, qui est la seule norme anti-effraction reconnue par les assurances. Et donc là, c'est les coffres que vous avez l'habitude de discuter avec vos clients et qu'on vous recommande. Ensuite, de classe 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et là, ce qui est intéressant aussi, j'ai pas de place pour le mettre, mais d'avoir à l'esprit, c'est que les coffres forts, ils ont évidemment vocation première de résister à l'effraction, mais on trouve aussi maintenant des coffres inifugés qui vont résister à l'effraction, mais aussi au feu. Et donc là, encore une fois, le type de classe va permettre de résister plus ou moins longtemps à l'effraction et au feu en fonction de ce qu'on veut mettre dedans et des valeurs qu'on veut mettre à l'intérieur. Voilà pour les protections mécaniques. Donc là, voilà, une grande famille de protections mécaniques. Il y a un niveau de détail, évidemment, de granularité supplémentaire. Mais là, on s'est attaché à rester relativement général. Là, normalement, vous devez retrouver 90-95% de ce qu'on vous recommande, de ce qu'on recommande à nos clients ou à vos clients lors des visites de risque, et sur lesquels vous avez matière à discuter avec eux et à leur apporter vos conseils. Les protections mécaniques, derrière les protections électroniques. Encore une fois, on commence par une définition. Les protections électroniques, c'est quoi? Eh bien, une protection électronique, elle consiste à une mise en œuvre de moyens décelant et réagissant à des changements d'état dans des zones, des accès ou des objets à surveiller. Encore une fois, définition du CNPP, extrêmement claire, extrêmement limpide. Et la protection électronique, son but, c'est d'exercer une dissuasion, c'est vraiment le terme, une dissuasion contre le vol et le vandalisme, et, si nécessaire, de déclencher une intervention rapide sur les lieux
pour, là aussi, et c'est le point commun avec la protection mécanique, limiter les conséquences d'un sinistre vol ou d'un sinistre incendie. Et ce qui est intéressant, c'est que la protection électronique, tout comme la protection mécanique, elle ne saurait suffire à elle-même. Et là où on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que c'est l'association des protections mécaniques et des protections mécaniques qui vont les rendre réciproquement efficaces, complémentaires. Et c'est pour ça que vous retrouverez systématiquement chez nous des conseils, des améliorations, des recommandations qui vont allier à la fois les mesures de protection mécanique et les mesures de protection électronique. Et également, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une approche de souscription sur mesure, c'est qu'on peut avoir tel type de protection électronique sur un bien et sur un autre bien qui présente les mêmes caractéristiques des protections électroniques différents, et donc on va pouvoir les amender ou les aménager avec des protections mécaniques, et inversement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur une même typologie de bien, avec les mêmes capitaux à garantir, on peut trouver des niveaux de protection différents, et c'est bien la complémentarité de toutes ces protections qui va faire qu'on pourra arriver au même niveau de couverture pour le même risque avec des protections différentes. Là, encore une fois, même méthodologie de présentation, différents types de protection électronique. Pardon. Le premier qui est la centrale d'alarme, le deuxième qui est la détection, et vous verrez qu'on peut retrouver trois types de détection, la périphérique, la périmétrique et la volumétrique. Et enfin, le juge de paix, je m'y attacherai particulièrement, c'est la télésurveillance. La centrale d'alarme, j'ai commencé. Alors, quand même, c'est le cœur du système, c'est le nerf de la guerre, c'est le centre névralgique. C'est vraiment elle qui contrôle et qui analyse toutes les informations qui proviennent des détecteurs, des organes de commande et qui va gérer, qui déclenche les alarmes et qui gère l'alimentation. Petite blague pour commencer, la centrale d'alarme doit être évidemment à l'intérieur des locaux à surveiller. Vous avez tous vu, on a tous vu dans les années, encore une fois, 80, 90, les films d'action où on voit James Bond qui arrive et qui coupe avec une petite pince le fil rouge sur le boîtier qui est à l'extérieur de l'endroit cambriolé et qui rentre. Ça, c'est pas un mythe, c'est la réalité. Pendant des années, les installateurs nous mettaient des centrales d'alarme à l'extérieur des locaux à surveiller et il suffisait de couper un fil, je caricature à peine, pour rentrer et cambrioler tranquillement. Donc évidemment, maintenant, c'est plus le cas, fort heureusement, même dans les centrales d'alarme premier prix, tout est toujours installé évidemment dans les locaux à surveiller et c'est indispensable. On retrouve parfois, quand on visite des vieilles demeures avec des vieux systèmes, ça nous arrive encore de retrouver des centrales d'alarme qui sont pas à l'intérieur du bâtiment à protéger. Et la centrale d'alarme, elle peut être en liaison filaire. Donc la liaison filaire, vous savez, c'est la liaison physique qui relie les détecteurs les uns avec les autres, ou elle peut être maintenant ce qu'on voit de plus en plus en liaison radio. Aujourd'hui, la liaison radio, c'est évidemment ce qui se fait le plus parce que c'est extrêmement esthétique. La seule limite à la liaison radio, c'est lorsqu'on va être sur des murs extrêmement épais, notamment dans les châteaux, les vieux châteaux, où on va avoir trouvé des murs parfois presque d'1 mètre, 1,50 m d'épaisseur, où là, la radio aura du mal à passer. Et donc là, on va être dans une combinaison entre le filaire et la radio qui permettra d'équiper l'ensemble des zones à couvrir. La détection, donc elle peut être, voilà, j'ai dit, de trois types. La détection périphérique, là encore une fois, 99% de la détection périphérique, c'est des barrières infrarouges, et c'est ce qu'on va vous recommander dans pareille situation et que la plupart d'entre vous êtes habitués à connaître. Je vous ai mis une photo, enfin un petit schéma qui illustre en bas à droite ce que c'est. Donc c'est extrêmement simple, hein, c'est la technologie infrarouge que vous connaissez, là aussi qu'on voit très souvent dans les films, n'est-ce pas? C'est deux faisceaux infrarouges, bon, je vous ai mis un peu le détail technique, mais qui sont complètement invisibles. Et globalement, quand les faisceaux infrarouges sont coupés, ça déclenche le système d'alarme. Voilà, c'est le principe de la détection infrarouge. Ça maintenant, c'est extrêmement courant, on le voit de plus en plus. Bien souvent, vous ne le savez pas parce que les installateurs font des poteaux relativement esthétiques, j'ai envie de dire. Donc, on peut même presque penser que c'est un ornement de jardin ou un objet de décoration, ou voilà. Mais non, ce sont bien. Et maintenant, si vous ne le savez pas, vous ferez attention, vous en verrez. On le voit énormément. La détection infrarouge, c'est vraiment maintenant extrêmement répandu. Et on le trouve de plus en plus. Et c'est extrêmement efficace comme système de détection. La détection périmétrique, donc ça c'est plus ancien, c'est extrêmement efficace, on y a encore très souvent recours. Donc là je vous ai mis une photo encore une fois très classique, hein, on retrouve ça très souvent. Donc c'est vraiment le détecteur d'ouverture, hein, qu'on va retrouver sur les portes, sur les volets.
Donc là, c'est extrêmement simple, encore une fois, hein, c'est les deux parties avec l'aimant, et lorsqu'une des deux parties s'ouvre, la déconnexion se fait et ça déclenche le système d'alarme. Donc ça, c'est pareil, fiabilité 100%. Ça marche extrêmement bien et c'est parfaitement complémentaire du reste des systèmes. Voilà, donc là, je vous ai mis un peu plus de détails. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est extrêmement fiable, c'est peu onéreux. La contrainte, encore une fois, comme les barreaux tout à l'heure, ce que je le disais sur les fenêtres, c'est pas toujours esthétique. Là, typiquement, on le voit sur la photo, c'est pas vraiment esthétique, mais ça reste extrêmement fiable. Les contacteurs, les détecteurs, c'est un terme jargonais, c'est un qu'on retrouve souvent. Ça se fait vraiment extrêmement régulièrement. La détection volumétrique, donc ça très clairement, je passe. Je vous l'ai mis pour information. C'est des choses que nous, en habitation, on va quasiment jamais vous recommander, qu'on utilise très peu, mais je vous l'ai mis pour que vous le sachiez. C'est des choses qu'on va plus retrouver dans des zones extrêmement sensibles. Voilà, la salle des coffres dans les banques, dans les ambassades. C'est des niveaux de protection qu'on retrouve très régulièrement, mais nous en habitation, on le recommande presque jamais. On peut le trouver aussi parfois dans les musées qui vont abriter vraiment des collections exceptionnelles, ou dans certaines pièces du Louvre, par exemple, dans certaines pièces, quand il y a des expositions temporaires extrêmement importantes, notamment à la Fondation Vuitton, où là en ce moment il y a une exposition où il y a plusieurs milliards d'engagements, on va trouver temporairement ce niveau de système de détection volumétrique, mais voilà, en habitation, sachez que c'est des choses qu'on n'utilise pas, qui sont pas nécessaires. La détection volumétrique, là aussi, c'est extrêmement empirique. C'est quelque chose que tout le monde a connu, que tout le monde connaît, probablement un des premiers systèmes de détection qui est apparu dans les contrats d'assurance, qui est très fréquemment utilisé. Voilà. Cette technologie, elle présente l'avantage d'être toujours aussi efficace et surtout, aujourd'hui, les réglages permettent, en tout cas, ont aboli les problèmes. Là, encore une fois, vous avez tous entendu de clients qui disaient: ah, mais moi, je veux plus entendre parler de ça parce que ça se dérègle tout le temps, dès que mon chien passe, dès que mon fils ou ma fille court, et effectivement, c'était le cas, il y avait des déclenchements intempestifs. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. La technologie a vraiment évolué et on peut régler de manière extrêmement précise l'appareillage de telle sorte qu'il n'y ait plus de déclenchement quand le chien ou le chat passe sous le détecteur. Donc ça, détecteur de mouvement, c'est extrêmement fiable, peu cher, on le recommande très souvent, et encore, je répète, c'est une fiabilité proche de 100%. Et la télésurveillance, voilà, qui va me permettre, là, cette fois, encore une fois, j'ai envie de dire, de couper court au débat, en tout cas, la discussion que vous avez, on le sait, très souvent avec vos clients qui vous disent: ah, mais moi, pas besoin de télésurveillance parce que c'est relié au portable de mon gardien, c'est relié à mon téléphone. Si je réponds pas, c'est relié à un autre téléphone, ça bascule en cascade, etc., etc. Donc là, encore une fois, tout comme le coffre d'hôtel, je le dis très clairement et très simplement, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Et le meilleur conseil que vous pouvez apporter à vos clients si vous dites ça, c'est qu'ils aient rien du tout. Ils feront une économie de temps et d'argent parce que s'il n'y a pas de télésurveillance, ça ne sert absolument à rien. Pour une raison extrêmement simple, c'est que ça peut être relié au gardien, au papa, à la maman, au cousin, à qui on veut. Quelles que soient ces personnes, parfois, elles ont plus de batterie, parfois, elles n'ont pas de réseau, parfois, elles sont pas joignables, parfois, elles sont à la salle de bain, parfois, elles dorment, parfois, elles font Noël en famille. Bref, il y a plein de raisons qui font que toutes ces personnes ne seront pas joignables dans plein de moments, alors que la télésurveillance, elle est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quoi qu'il se passe, le télésurveilleur, il est là pour voir. Et donc ça, déjà, ça change tout. Et nous, on le voit en sinistre. C'est pour ça que maintenant, chez Hiscox, il n'y a plus de discussion possible. C'est télésurveillance ou rien. Parce qu'on l'a trop vu. Le gardien qui répond pas, le gardien qui a plus de batterie, le gardien qui était pas là au moment où ça s'est passé. Donc voilà, télésurveillance, au moins, il n'y a pas de discussion. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelqu'un derrière. Et la deuxième raison, c'est que si le gardien, la personne sur quel téléphone relié est joignable au moment où ça sonne, et ben cette personne, elle n'est pas formée, elle n'est pas compétente pour savoir quoi faire, pour savoir qui appeler et pour savoir comment agir en cas de départ de feu, en cas d'effondrement, en cas d'effraction, en cas de homejacking, en cas de plein de choses, alors que le télésurveilleur, il sait exactement et immédiatement quoi faire, comment agir et qui appeler en fonction de quel péril.
Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que la réaction à apporter, le traitement à apporter est pas le même en fonction qu'on soit sur un départ de feu, sur un cumulus qui s'effondre, sur une effraction, sur un acte de vandalisme, alors que le télésurveilleur, il est formé pour ça. Donc pour toutes ces raisons, s'il n'y a pas de télésurveillance, il n'y a pas d'alternative possible à la télésurveillance. Donc voilà, la télésurveillance, elle est, et en plus, elle permet aussi de lever un doute et d'intervenir sur place rapidement et efficacement. Et hop, j'étais un peu trop vite. Et surtout, la télésurveillance aujourd'hui, on le sait et on le voit, elle ne coûte presque plus rien. Et quand je dis presque plus rien, c'est quelques dizaines d'euros, grand maximum, installation et maintenance pour sécuriser des centaines de milliers, voire des millions d'euros parfois. Donc, il n'y a plus de place à la discussion au doute quant à l'intérêt et à l'obligation de mettre en place une télésurveillance sur le type d'habitation qu'on veut protéger. Et donc, la synthèse de ces familles de protection, c'est une équation entre parenthèses complexe de la meilleure sûreté, n'est-ce pas? Donc, quelle est cette équation? C'est un temps de résistance mécanique le plus important, le plus long possible, associé à un temps de détection et de transmission le plus rapide et le plus court possible, qui nous amènera à un temps d'intervention extrêmement rapide. Et donc ça, c'est quoi? C'est l'équation complexe de la bonne sûreté. Et donc ce sur quoi vous pouvez discuter avec vos clients et ce sur quoi moi je vous invite au quotidien, dans vos rendez-vous, dans vos relations clientèle, au bureau, dans vos bureaux ou chez vos clients, voilà, à mettre en avant cette équation. C'est qu'aujourd'hui, des protections mécaniques avec une protection électronique, elle va avoir pour but de sécuriser au maximum le risque qu'on assure et donc de limiter au maximum, voire même d'abolir ou d'empêcher la provenance ou la survenance du sinistre. Et donc on enchaîne logiquement sur maintenant les familles de risques qui vont nous permettre donc de recouper, de reboucler sur ce qu'on vient de se dire avec les familles de protection. Donc les familles de risques, on a fait quatre grandes familles: la casse, le pavé, vol, vandalisme, les risques naturels et le feu. Alors la casse accidentelle, j'en profite pour faire une parenthèse, comme vous le savez, on est un des rares, c'était un des seuls dans les conditions auxquelles on le propose, de couvrir la casse accidentelle sur notre contrat. La casse accidentelle, c'est quoi? C'est quelque chose qui résulte d'une cause extérieure, soudaine et imprévisible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va concerner et ça va impacter surtout les objets fragiles et que malheureusement, il y a peu de prévention et de protection possible sur cette classe de risque-là. Donc, vous voyez, finalement, on parle longuement des moyens de protection mécaniques et des moyens de protection électroniques, mais on s'aperçoit qu'ils ont leurs limites aussi sur certaines classes de risque. Et la casse accidentelle, et nous, chez Hiscox, on paye beaucoup de sinistres en casse accidentelle. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, d'où, et c'est pour ça que je me permets de le rappeler, l'importance du profil client Carrefour, parce que la casse accidentelle, comment on limite les sinistres? Et finalement, en se comportant ce qu'on appelle en bon père de famille et en relevant du bon sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple faire en sorte que les vases en porcelaine de Chine, ils soient pas posés comme ça à même le sol ou sur une petite table basse quand on a dans la pièce beaucoup d'enfants qui jouent, qui circulent ou des animaux de compagnie qui peuvent les faire tomber, comme on le voit très souvent. Ça va être quand on accroche des tableaux ou des objets fragiles au mur, de les accrocher avec des cimaises prévues à cet effet et pas avec un simple clou acheté chez Bricorama, voilà, etc., etc. C'est tout un tas de petites choses au quotidien, vraiment un comportement, voilà, de bon père de famille, de bon sens, qui fait qu'on limite les sinistres casse accidentelles. A contrario, l'intrusion, le vol, le vandalisme ou l'agression, là on est très clairement sur une famille de risques où les mesures de protection et de prévention vont avoir tous leurs effets et vont être extrêmement importantes. Cette famille de risques, le premier facteur, et ça nous on le constate chez Hiscox, de sinistre, c'est lié à l'inoccupation. Et comme vous le savez, chez Hiscox, l'inoccupation n'est pas un sujet de souscription, puisqu'on assure des résidences secondaires qui sont occupées quelques jours tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc vraiment, l'inoccupation, c'est le premier facteur de sinistre sur cette classe de risque vol-vandalisme. Le risque vol et casse accidentelle, il est extrêmement aggravé en cas d'ouverture du public. Alors l'ouverture du public, c'est à double tranchant. D'un côté, c'est quelque chose que nous, on va regarder avec bienveillance à la souscription, parce que ça va être un facteur améliorant. Pourquoi? Parce que quand il y a ouverture du public, il y a présence. Donc s'il y a présence sur site, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir tout de suite s'apercevoir d'un départ de feu,
d'un dégât des eaux, d'un malfaiteur qui veut agir, de quel que soit le sinistre, et donc ça va pouvoir plus rapidement déclencher le niveau de prévention. En revanche, qui dit présence sur site dit multiplication, d'où le fait que ce soit double tranchant, dit multiplication du risque de casse, multiplication du risque de vol, du risque de dégradation, du risque de vandalisme, multiplication du risque de feu aussi, même si là c'est pas l'objet de la discussion, mais on sait très bien que les mégots écrasés c'est malheureusement encore aujourd'hui très souvent une cause de départ de feu. Donc l'ouverture au public, c'est un risque aggravant, on le considère comme tel, mais ça peut aussi parfois être un facteur améliorant, comme je viens de le dire. Sur les travaux, on est devenu, nous, malheureusement, on va dire beaucoup plus rigoureux parce que là aussi, on s'est aperçu que les risques en travaux étaient devenus vraiment la cible privilégiée sur la partie vol-vandalisme des malfaiteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les risques en travaux, on va systématiquement demander qu'ils soient télésurveillés. C'est pour ça que maintenant, vous remarquez très souvent sur quand vous voyez les échafaudages devant les immeubles en ravalement, que les échafaudages sont même télésurveillés. Parce que là, encore une fois, extrêmement facile. La porte est blindée, la cornière anti-pince, le contact aérofenêtre, enfin tout ce que vous voulez. Il suffit d'escalader l'échafaudage, on passe par la fenêtre et on vide tranquillement l'appartement. Le risque vol-vandalisme, il va concerner essentiellement les bijoux, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Vous allez voir tout de suite, parce que les bijoux, ils sont assimilables à des valeurs liquides, et parce que c'est beaucoup plus facile de voler un bijou que de voler un piano ou de voler un tableau d'1 mètre sur 2, parce que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus facile, et ça peut coûter bien souvent beaucoup plus cher, voire le même prix. Et puis surtout parce que ils sont de petite taille, donc ils sont facilement emportables, je ne sais pas si c'est le terme, transportables, en tout cas discrètement transportables. Parce que les voyous, malheureusement, sont souvent des gens lâches et s'en prennent à des personnes plus vulnérables. Et là, encore une fois, nous, tous les jours, on voit passer en sinistre des vols à l'arraché sur des personnes âgées ou sur des femmes qui se font arracher des colliers au cou ou des bracelets au poignet. Parce que les bijoux, ils sont faciles à trouver. Et là, encore une fois, c'est pas un mythe. Nous, on le voit très souvent en sinistre, hein, d'ailleurs même trop souvent. C'est que les bijoux sont posés dans les tables de nuit, dans le dressing, sur la salle de bain. Encore une fois, d'où l'intérêt, ça reboucle avec le client Carrefour, le bon sens, de mettre les pièces de valeur au coffre, de pas laisser traîner des montres ou des bijoux à 15, 30, 50, 100 000 euros comme ça sur des tables. Ça prend 15 secondes de faire un code de coffre, de le mettre dedans, de le refermer, surtout si on porte pas les bijoux tous les jours. Et puis surtout les bijoux, contrairement à un tableau, dont aujourd'hui, notamment les pièces de maître, c'est compliqué de les revendre sur le marché noir, on les retrouve même 20 ans après. Un bijou, il est facile à revendre parce qu'il se démonte, les pierres se montent et se démontent et se remontent, parce que les métaux peuvent se fondre et se refondre, parce qu'une bague, elle peut se modifier, et parce qu'elle se ressemble plus qu'un tableau qui est bien souvent unique. Donc les bijoux sont beaucoup plus faciles à vendre et à revendre, et donc c'est vraiment une cible privilégiée sur la partie vol-vandalisme. La clientèle privée, sans grande surprise, elle est beaucoup plus touchée que le marché, forcément, parce que quand on est plus riche, parce que quand on a plus de bijoux, parce que quand on a plus de montres, et ben forcément, on attire plus le regard, donc plus la convoitise. Donc là, vous voyez les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, presque 3 fois supérieur à la clientèle classique. Donc vraiment, le sinistre vol-vandalisme, il est extrêmement probant et développé sur votre type de clientèle. Les vols, c'est 17% des sinistres en nombre et 20% en montant. Et ce qui est intéressant, ouais, je vous le disais, c'est que sur les bijoux, c'est 36% des valeurs volées, avec un vol moyen aux alentours de 20 000 euros. Et pour 10% des sinistres les plus élevés, on est sur des sommes qui dépassent les 100 000 euros. Donc on est sur des sinistres, vous le voyez, d'intensité sur la partie bijoux. Et un chiffre enfin qui est intéressant, on dit souvent que ça n'arrive qu'aux autres, ben non, ça c'est les chiffres, ça fait ça. En France, il y a 800 cambriolages par jour, chaque jour. Donc là, typiquement, depuis que vous et moi on discute, depuis 1 heure, ben, il y a déjà eu des dizaines de cambriolages qui ont eu lieu en France, et notamment peut-être sur des clients à vous ou à nous, et on aura une déclaration de sinistre demain. Donc le cambriolage, enfin le vol vandalisme, c'est vraiment aujourd'hui, et ça permet, voilà, on comprend bien l'intérêt de la protection mécanique et électronique. C'est vraiment aujourd'hui le sujet sur lequel nous on va se focaliser en prévention. Les risques naturels, sans transition, les principaux périls, l'inondation, le retrait-gonflement, les feux de forêt. L'inondation, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, à part taper sur la tête des maires qui ont accordé les permis de construire pour des raisons purement mercantiles dans des zones qui sont inondables.
On a tous en mémoire le drame de la Vendée. Voilà, malheureusement, ça on le voit encore aujourd'hui, c'est que une habitation en zone inondable, et ben quand l'eau elle monte, on peut pas faire grand-chose. Il y a trois types de phénomènes sur l'inondation. C'est la lente montée des eaux en région de plaine, c'est les crues torrentielles. Nos amis dans le sud-est l'ont bien connu, malheureusement, tristement connu ces 2 dernières années, hein. C'est 24 ou 48 heures durant lesquelles il tombe l'équivalent de 2 mois de précipitation. Et donc là, ça fait des crues torrentielles. Et là, plus pour ceux qui sont en zone de montagne, dans la station de sport d'hiver, les eaux de ruissellement qui peuvent être extrêmement importantes et causer des gros dommages, notamment quand il y a des fontes de neige extrêmement rapides. Et là aussi, alors là, je vous ai mis une photo en Normandie, mais ceux qui travaillent aussi dans le sud-est le connaissent. Voilà, c'est les submersions marines et le choc mécanique des vagues, où là, encore une fois, on l'a vu il y a quelques semaines dans le Var, des vagues de 9 mètres suite à la tempête qui se sont abattues sur les côtes varoises. Donc là, ça fait des drames, ça fait des dégâts considérables. Et donc là, malheureusement, à part ne pas construire en zone inondable ou en front de mer, il n'y a pas trop de prévention ou de protection possible contre le choc mécanique des vagues, contre les submersions marines ou contre ces phénomènes dits naturels. Donc là, encore une fois, vous voyez, malheureusement, on subit, d'où l'intérêt de prévenir au maximum les sinistres sur lesquels la protection et la prévention ont un intérêt et ont un impact, puisqu'on voit qu'il y a d'autres types de sinistres sur lesquels on est exposé, sur lesquels on paye des sinistres et sur lesquels on ne peut rien faire. Donc, encore une fois, il faut savoir jauger et ajuster les curseurs sur tout ça. Il y a une chose qu'on peut faire, enfin une chose, il y a un moyen de prévention sur l'habitation pour l'inondation sur les eaux qui montent. Le premier, vous le voyez, donc c'est à gauche, c'est éviter l'eau, donc faire en sorte que l'eau passe de part et d'autre du bien. Vous le retrouvez ça notamment, on le voit beaucoup à la télé quand il y a des inondations, c'est les fameux sacs de sable, hein, sacs de terre qu'on va empiler devant les entrées de garage, devant les maisons pour rehausser voilà les points d'entrée d'eau. On trouve maintenant des moyens un peu plus modernes, notamment avec des barrières, ce qu'on appelle les barrières éphémères ou les barrières gonflables qu'on va déployer au moment où les eaux montent. C'est assez efficace, notamment on le voit de plus en plus dans les villes. Le deuxième, voilà, c'est essayer de résister à l'eau. Donc là, c'est vraiment construire de la protection mécanique. On voit très souvent aussi des gens qui vont murer des entrées, qui vont cimenter des entrées pour faire en sorte que l'eau ne rentre pas. Ça a son efficacité. Pardon. Et la troisième option, mais qui est un peu la sauve qui peut, quand l'eau peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre, nous, ce qu'on va recommander, c'est d'ouvrir un point d'accès et un point de sortie pour que l'eau puisse évacuer et qu'elle rentre le moins possible dans l'habitation. Le retrait-gonflement, c'est ce qu'on appelle souvent aussi le syndrome des argiles. C'est vraiment quelque chose qui, pour les assureurs, pas que pour nous, pour tous les assureurs, va devenir le sujet des prochaines années. Et qui est lié au réchauffement climatique. Sous le réchauffement climatique, à part quelques climato-sceptiques, c'est pas un mythe, hein. Le principe de retrait-gonflement, qu'est-ce que c'est? C'est une maison que vous avez ici, qui est en France, et comme vous le savez, pour ceux qui se souviennent de leur cours de géologie au collège, la France, elle est composée essentiellement de sols argilo-calcaires. Donc en fonction des départements, plus ou moins d'argile, plus ou moins de calcaire, mais la France est un pays sur lequel nous reposons, qui repose sur un sol argilo-calcaire. Vous avez là les différentes couleurs qui représentent les différentes couches. Et donc l'argile, comme vous le savez, ses principes, c'est quoi? C'est que l'argile, eh ben, quand il fait chaud, l'argile, elle se rétracte. On a tous vu des photos, vous savez, d'argile, de sol complètement craquelé, fissuré. Donc l'argile, elle va se rétracter. C'est son principe. Quand il fait chaud, elle se rétracte. Et l'argile, quand elle est humide, quand il pleut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gonfle. Et donc, les sols en France, qu'est-ce qu'ils font depuis des millénaires? Quand il fait chaud, ils se rétractent, et quand il pleut beaucoup, ils gonflent. Sauf que, jusqu'à présent, les épisodes de canicule étaient moins fréquents et moins intenses. Donc finalement, la sécheresse, elle était relativement modérée. Les épisodes de pluie torrentielle, ils étaient là aussi moins fréquents et moins intenses. Sauf que là, vous le voyez, avec le réchauffement climatique, les pluies, elles sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les sols, en France, ils sèchent de plus en plus, donc ils se rétractent de plus en plus, et quand il pleut, ils gonflent de plus en plus. Et donc, vous avez des sols qui font l'élastique, qui font le yo-yo, et les maisons qui sont posées dessus, une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 10 fois, qu'est-ce qui se passe? Elles se fissurent. Et donc, le retrait-gonflement des argiles, et encore une fois, allez voir sur Internet, vous verrez, c'est pas un mythe. Nous, c'est des sinistres qu'on paye au quotidien, qu'on voit au quotidien. Ce sont des maisons qui s'ouvrent en deux.
littéralement. Je vais pas être dans le cliché ou dans le raccourci, mais le réchauffement climatique, c'est pas un mythe. Nous, cette année, on a payé des sinistres sécheresse, un retrait gonflement des argiles, dans le nord de la France, à Lille, enfin dans la banlieue de Lille, pour vous dire. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment un sujet sur lequel nous, assureurs, on va avoir une problématique à gérer dans les années à venir qui va être colossale parce que c'est des sinistres qui vont se multiplier et qui sont d'une intensité redoutable. Et là, vous verrez que le retrait gonflement, alors des dommages souvent très élevés, un chiffre ahurissant, 7500 communes concernées en 5 ans avec des PPR, et là où c'est dramatique, qui ne prévoient pas d'inconstructibilité. Vous imaginez en 5 ans 7500 communes concernées par ce syndrome qui est directement lié au réchauffement climatique, et la prévention qui est extrêmement difficile et qui est surtout extrêmement onéreuse. Alors, la prévention, il y en a deux types. En amont, en prévention, c'est la construction sur micropieux. Alors ça, on va le trouver essentiellement sur des risques dits industriels ou professionnels, quand vous avez des entreprises qui doivent construire dans des endroits où elles n'ont pas le choix, donc elles vont construire sur ce type de fondation, un peu comme les fondations antisismiques, qui vont permettre, donc c'est des micropieux qui vont absorber les variations de terrain à la place de la maison, ou là cette fois non pas en prévention mais en curatif, quand la maison a été touchée, c'est vraiment reprendre le sous-œuvre, mais là vous voyez que c'est des travaux considérables et donc c'est des coûts qui sont vraiment titanesques, le mot est mesuré. Le feu de forêt, un chiffre, enfin un camembert, un chiffre, presque 40% des feux de forêt sont liés à la malveillance. Là encore une fois, je pense que le chiffre parle de lui-même. Les feux de forêt, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut faire des choses, contrairement à ce que les gens pensent. Surtout que les feux de forêt, vous voyez, ça concerne 6000 communes par an. Et on entend parler de 2 ou 3 feux chaque année parce que c'est les 2 ou 3 feux qui marquent les esprits dont les médias se font le relais. Mais c'est presque 5000 feux par an en France, uniquement en France. Les moyens de protection, ils sont d'abord collectifs. C'est évidemment la vigilance et les plans de vigie qui vont être faits et qui se multiplient. C'est les bassins et les réservoirs qu'on va trouver et qu'on trouve maintenant de plus en plus dans le sud de la France, et notamment en Provence. Et puis, c'est évidemment les moyens des sapeurs-pompiers, au passage, qu'on félicite et qu'on remercie et qu'on encourage pour leur action. Et puis, c'est ensuite les moyens individuels, ceux sur lesquels nous, on va inviter vos clients à agir lorsqu'on est en visite de risque. C'est un peu la photo que vous avez en bas à droite. Et ben déjà, ça commence par débroussailler quand on est dans une maison isolée au milieu du maquis. Le feu, encore une fois, c'est mécanique. Quand il n'y a plus rien à brûler, le feu s'arrête. C'est pour ça que les pompiers parfois créent des contre-feux. Typiquement, en débroussaillant 10, 20, 30, 40, 50, 100 mètres autour de la maison, ça permet de faire en sorte que même si vous êtes cerclé par les flammes, le feu va s'arrêter et donc la maison ne sera pas brûlée. Ça va être les motopompes. Pour les maisons qui ont des piscines dans le sud-est notamment, c'est des réservoirs d'eau disponibles qu'on peut équiper de motopompes, évidemment sur groupe électrogène, parce que la motopompe qui fonctionne sur le système électrique, s'il est brûlé, elle ne craint pas de fonctionner. C'est les matériaux inifugés, là aussi qu'on va retrouver dans les constructions plus récentes et qui sont extrêmement efficaces. Et puis c'est surtout, là encore une fois c'est empirique mais ça marche et c'est extrêmement efficace, c'est des routes d'accès dégagées pour que les pompiers puissent accéder au site, parce que quand un pompier peut arriver, et on le voit, on l'a vu dans le sud-est pour les incendies qui ont frappé le sud-est, notamment Bormes-les-Mimosas il y a 2 ans maintenant, énormément de maisons qui ont été sauvées grâce aux pompiers qui ont pu accéder aux maisons par des chemins dégagés et qui ont arrêté les flammes parfois à 10 mètres de la maison. Donc dégager les routes d'accès, c'est des choses qu'on recommande souvent et qui sont extrêmement efficaces. Je vais vite parce que je vois que j'ai déjà dépassé de 5 minutes le temps imparti. L'incendie, les principales causes de l'incendie, c'est l'échauffement des installations, des équipements électriques, notamment les équipements vétustes. Là encore une fois, c'est pour ça qu'on est extrêmement sensible, nous, en visite de risque, à regarder la qualité des installations électriques et leur ancienneté. C'est les sources de chaleur diverses et variées. Je parle même pas des bougies et des cigarettes, mais voilà, les lampes, les radiateurs, vraiment tous les points de chaleur. Les feux de cheminée, les feux de cuisine, on le voit encore, c'est des causes de sinistres régulières, récurrentes. C'est souvent malheureusement voilà, les enfants qui jouent et qui peuvent mettre le feu. C'est la foudre. Et là, ça peut reboucler un peu avec les risques naturels, les impacts de foudre qui déclenchent des feux. On a eu un feu là, par exemple, il y a pas très longtemps, un impact de foudre en Normandie, voilà, qui a mis le feu à la réserve et qui ensuite s'est propagé. Et puis c'est les travaux par point chaud notamment. On avait fait un atelier, pour ceux qui s'en souviennent, dédié sur ce sujet. Mais les travaux, c'est encore aujourd'hui une source de départ de feu extrêmement importante.
Et là, je vous ai mis un petit camembert aussi intéressant sur les principaux départs de feu dans l'habitation. Donc vous voyez, chambre à coucher, salle de séjour, cuisine et local à ordures. Et local à ordures, on va fermer un sac poubelle dans lequel on a vidé un cendrier, dans lequel il y a une allumette qui a allumé la bougie, dans lequel il y a différentes choses diverses et variées qui peuvent être incandescentes et qui vont déclencher un feu au long cours et qui vont mettre le feu ensuite à la maison ou à l'immeuble. Là, je vous ai mis une petite photo aussi alors d'un risque, d'un vrai sinistre, hein, d'un risque Hiscox, d'un appartement à Neuilly-sur-Seine pour ceux qui reconnaîtraient l'immeuble. Les sinistres chez Hiscox, c'est 1% du nombre des sinistres total, donc vous voyez, c'est extrêmement faible en termes de fréquence. Par contre, c'est 14%, donc c'est énorme hein, du total des sinistres. Donc c'est vraiment le péril le plus intense chez nous. C'est des sinistres qui peuvent dépasser évidemment les millions d'euros. Et puis l'incendie, c'est souvent la double peine. Vous savez ce qu'on dit, c'est que l'incendie, vous avez évidemment le feu qui est déjà en soi dramatique, mais vous avez derrière les pompiers qui arrivent à la lance incendie armée et puis qui déversent des dizaines de mètres cubes d'eau dans l'appartement. Et donc vous avez en plus après en RC le dégât des eaux de tout l'immeuble, parce que là vous avez inondé tout l'immeuble jusqu'au rez-de-chaussée. Donc là c'est des dommages qui sont considérables. L'incendie, ça je pense que vous le connaissez par cœur parce qu'on vous le répète toute la journée, notamment en visite de risque, hein. C'est vraiment le trio perdant. C'est dans les châteaux, dans les chalets, dans les vieilles demeures, en Normandie, dans le sud, dans le centre, n'importe où en France, hein. Voilà, c'est toutes les combles et les charpentes qu'on va retrouver en bois, qui vont être associées à des installations électriques vétustes, parce que évidemment, bah voilà, en France, il y a beaucoup de vieux bâtiments, on le sait, de vieilles pierres, hein, c'est d'ailleurs ce qui font leur charme souvent et ce qui font leur prix, et pas de détection incendie. Donc là, on est vraiment sur le trio perdant. Une charge calorimétrique extrêmement élevée, un départ de feu probant avec d'installations électriques vétustes et pas de détection, pas de prévention. Donc là, vous êtes sûr et certain qu'on est sur un trio perdant. Et puis ça aussi, je vous l'ai remis, ceux qui avaient fait l'atelier feu s'en souviennent, on avait fait un exercice dédié sur ce sujet. La vitesse de propagation du feu, c'est quoi? Ça, c'est ce que nous enseigne, ce que vous enseignent les sapeurs-pompiers. Donc c'est pas un mythe, c'est la réalité. C'est qu'un incendie, il se décompose, enfin la vitesse de propagation d'un feu se décompose en 3 temps. Chaque temps égale 1 minute. La première minute, le feu part, quelle que soit la nature du feu et le matériau en combustion, un verre d'eau suffit à éteindre les flammes. La deuxième minute, un seau d'eau permet d'éteindre le feu. Et la troisième minute, vous pouvez plus rien faire, il faut appeler les pompiers. Et donc encore une fois, d'où l'intérêt de la détection incendie reliée à la centrale pour éviter en tout cas pour déclencher au plus vite et dans les meilleurs délais les mesures de prévention ad hoc pour limiter les conséquences du feu. Une fois qu'on s'est dit tout ça, je suis allé un peu vite, mais je vois qu'on a dépassé le temps. Une fois qu'on s'est dit tout ça, et ben comment on conclut? On conclut de la manière suivante, c'est que le sinistre, il arrivera toujours. Et ne voyez pas là du fatalisme, mais le sinistre, il arrivera toujours et vous ne pourrez jamais empêcher un cambrioleur de vouloir passer à l'acte, vous ne pourrez jamais empêcher un feu de partir, vous ne pourrez jamais empêcher un sol de se retirer ou de se gonfler à la chaleur, etc., etc. Donc le sinistre, il arrivera toujours. Mais il arrivera quand? Il arrivera comment? Et il arrivera avec quelle intensité? Il arrivera quand? Il arrivera le plus tard possible si les moyens de protection mécanique ont dissuadé, ont empêché ou ont retardé le sinistre. Et donc le cambrioleur, vous l'empêcherez jamais de vouloir aller cambrioler chez vous. Par contre, si au bout de 15 minutes, il n'a pas réussi à défoncer la porte, qu'il n'a pas réussi à l'ouvrir la perceuse, qu'il a cassé son pied de biche, ou que l'alarme s'est mise en route et qu'il a été dérangé par le télésurveilleur, le sinistre, il n'aura pas lieu. Si tant est qu'il arrive à franchir ces obstacles et qu'il rentre dans la maison et qu'il commence à vouloir cambrioler et que la télésurveillance se met en marche et qu'il est intercepté ou dissuadé, l'intensité du sinistre sera extrêmement réduite. Et ça, vous pouvez l'extrapoler à toutes les classes de risque pour tous les types de protection et de prévention. Donc le sinistre, il arrivera toujours, mais il arrivera quand, comment et avec quelle intensité? C'est bien ça qui change tout. Et c'est bien ça la valeur et le vecteur premier des moyens de protection et de prévention. C'est pas d'empêcher un sinistre, mais c'est de faire en sorte que ses conséquences soient les plus minimes possibles, les plus minces possibles, qu'elles soient nulles dans certains cas, et on l'espère, pour in fine que l'intérêt ultime de votre client soit préservé et que le patrimoine qu'on assure, souvent pour des centaines de milliers ou des centaines de millions d'euros, soit évité et qu'on la finisse le plus mince possible. Donc voilà la conclusion de cette présentation.
c'est combiner les moyens de protection mécanique et les moyens de protection électronique pour faire en sorte que les conséquences d'un sinistre soient les plus minces possibles, pour faire en sorte que vos clients préservent au maximum leur patrimoine, leurs actifs tangibles dont vous avez la responsabilité et pour lesquels vous êtes censé leur apporter au titre de votre devoir de conseil le meilleur conseil possible, comme le banquier lui apporte le meilleur conseil possible, comme l'avocat lui apporte le meilleur conseil possible, et ben, pour que nous, vous et nous, on lui apporte le meilleur conseil possible en matière de sécurisation et de protection de son habitat haut de gamme.